Les variants, je vais parler un peu de certaines variantes et puis on va voir dans le détail justement comment on arrive à résoudre le problème SAT en utilisant PSO. Alors, je commence toujours généralement par un petit historique. Donc, PSO a été donc développé par deux auteurs. Alors, ça, c'est le livre Swarm Intelligence. Et ça a été fait par Eberhard, voici ça, donc en 1995. Et puis par James Kennedy, donc c'est eux qui ont parlé de PSO et c'était les premiers, les pionniers. Et il faut savoir qu'ils ont donc développé cette méta-heuristique pour l'appliquer beaucoup plus pour les fonctions continues. Alors, PSO and Evolutionary Algorithm. Donc, c'est comme les algorithmes génétiques, hein, c'est une méta-heuristique qui est basée population. Donc, on démarre toujours avec une population tirée aléatoirement. Et puis, on va tout simplement, une population de quoi, rappelez-vous, de solutions. Hein. Donc, et la solution ici, ça va être l'oiseau, ça va être la position de l'oiseau, plus exactement, ou la position du poisson. Et donc, on va chercher à faire évoluer cette solution dans cet espace de recherche. Et l'espace de recherche pour l'oiseau, c'est carrément le ciel. Hein, et le ciel, c'est quelque chose d'immense. Et donc, les oiseaux, ils vont se déplacer. Donc, c'est l'évolution. Ici, c'est l'évolution du mouvement, du déplacement. Ce n'est pas comme le cas des algorithmes génétiques où l'évolution était beaucoup plus une évolution biologique. Donc, vous voyez que ça dépend. Hein. Il y a maintenant des centaines de méta-heuristiques et chaque méta-heuristique traduit ou simule un comportement des oiseaux, mais on traduit beaucoup plus l'évolution du mouvement. Pour les algorithmes génétiques, on traduit l'évolution de l'espèce biologique, etc. Donc, ça dépend, tout dépend de ce qu'on veut faire. Mais généralement, il s'agit d'évolution. C'est pour ça qu'on parle d'algorithmes évolutionnaires. Alors, PSO is designed from the observation of flocks of birds. Donc, c'est l'observation. On essaie d'observer les essaims d'oiseaux, les poissons et tout. Et finalement, bon, je parle d'oiseaux et de poissons, mais en fait, ça s'applique. Elle est inspirée de tout comportement similaire. Et ici, le mot-clé, c'est l'interaction sociale. On va voir qu'il existe entre les poissons et même les oiseaux une interaction sociale qui fait qu'ils restent dans le groupe, dans l'essa, et qu'ils essayent d'évoluer vers d'autres positions de l'espace. Donc ici, on simule l'espace de recherche, plutôt le ciel ou la mer ou l'océan, à notre espace de solution qui est immense. Bon, on va voir aussi les règles qui font que les oiseaux restent ensemble dans les seins, qu'ils bougent aussi selon des règles, etc. C'est ça qu'on va voir justement. Alors ça, malheureusement, je ne peux pas vous montrer cette vidéo. C'est une vidéo que j'ai prise à Milan. Et donc, c'est un essaim qui bouge et qui prend différentes formes. D'accord, et qui s'éclate à un moment donné. Donc, l'essaim peut se diviser en plusieurs sous-essaims, ensuite revenir à un seul essaim, l'essaim global. Voilà, donc ça, c'est juste pour montrer, et c'est résumé ici. Donc, bird flock, changing direction, donc il change de direction, and shape,
La forme, ça dépend, parfois c'est sphérique, parfois c'est cylindrique, c'est différentes formes en fait. Et suddenly, subitement, il le faut avec une grande vitesse, creating subflux, then congregating in a whole flux. C'est ce que j'ai dit, ça se divise, ensuite ils se mettent ensemble. Donc c'est ça, en fait, qu'on va essayer de voir et qu'on va essayer beaucoup plus de modéliser à l'aide de mathématiques. C'est pour ça que les maths, c'est le langage universel. Pratiquement toute la science est modélisée à l'aide des mathématiques. Alors, precursors, quels sont les précurseurs qui ont justement étudié les essaims d'oiseaux ou de poissons? Donc ici, je cite 3 grands précurseurs, donc de la biologie. Donc vous voyez que c'est en 1970 qu'on a commencé un peu à s'intéresser à l'essaim et à voir aussi comment l'oiseau se comporte au sein même du groupe. Donc c'est chaud, Schooling in Fishes, Critique and Review. Donc là, c'est toute une étude biologique. Donc, vous voyez que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que nous, on prend les résultats des biologistes et on les traduit en algorithme parce que nous sommes des informaticiens tout simplement. Donc, evolution and of behavior, comment le comportement évolue. Donc, ça, c'est un résultat de la biologie. Ce qui est intéressant aussi, c'est computer graphics. Computer graphics, malheureusement, on n'en fait pas beaucoup chez nous à l'université, mais c'est très, très, très important. Ça permet justement à bien comprendre des comportements. Et ici, c'est les comportements de tout ce qui est horde, essaim, etc. Donc, flocks, herds and schools, a distributed behavioral model. Donc, c'est un modèle qu'on va peut-être voir là maintenant à l'instant. Et puis zoologie, puisqu'on s'intéresse aussi à la psychologie animale. Donc ici en 90, donc vous voyez ça a évolué dans le temps, 70, 87, 90. Et from zoology, stochastic non-linear model for coordinated bird flocks. Donc ça a été publié donc en 90. Donc, ces études ont été les précurseurs justement pour ces études-là qui ont mené vers le développement de PSO. Alors, PSO and Artificial Life, il y en a beaucoup qui parlent de la vie artificielle, mais en fin de compte, quand on leur pose la question, ils ne savent pas au juste ce que c'est, et il y en a beaucoup qui confondent artificial life avec artificial intelligence. Donc là, il faut vraiment faire attention. Alors ici, sur ce slide, je définis ce qu'est la vie artificielle. Alors, la vie artificielle, c'est 2 choses. Regroupe 2 choses. C'est l'utilisation des techniques computationnelles de calcul pour étudier les phénomènes biologiques. C'est-à-dire un phénomène biologique, donc on utilise tout simplement des algorithmes, des machines de calcul pour essayer de bien comprendre ces phénomènes. Et la deuxième chose, c'est dans l'autre sens, c'est qu'on va utiliser ces techniques de biologie pour résoudre des problèmes, in problem solving. Et en fin de compte, c'est cette deuxième partie qui nous intéresse. C'est ça qui fait qu'on développe des méta-heuristiques. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que artificial life, c'est les deux. On utilise le computer pour comprendre des phénomènes biologiques, mais de notre côté, on utilise aussi les résultats de la biologie, comme par exemple l'hérédité, pour développer les agrégénétiques
Et quand on développe une méta-heuristique, c'est pour résoudre des problèmes. Il ne faut pas oublier qu'on est toujours dans la résolution de problèmes. Au premier semestre, vous avez vu les méthodes heuristiques et là, on est en train de voir des méthodes qui sont beaucoup plus sophistiquées et qu'on appelle méta-heuristiques, algorithmes évolutionnaires et autres. Donc, c'est cette deuxième branche qui nous intéresse le plus et qui est dans l'intelligence artificielle. Alors, several computational techniques are the result of biological behavior. Le cas des réseaux de neurones, on a utilisé les résultats de la biologie pour justement développer les réseaux de neurones, les algorithmes génétiques, et puis swarm intelligence, c'est ce qu'on est en train de voir. Maintenant, pour ceux qui sont vraiment intéressés, ils peuvent utiliser donc ce lien pour apprendre beaucoup plus sur la vie artificielle. Alors, voici comment se présentent les choses. Alors, sur cette première image, les biologistes ont tout simplement essayé de modéliser le mouvement de l'oiseau. Donc là, on a un oiseau et puis donc ils ont essayé de le modéliser. Comment modéliser un mouvement? C'est de la cinématique, donc c'est avec des formules mathématiques. Voilà. Donc ça, c'est modéliser le mouvement d'un oiseau. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a déduit des règles de mouvement, on va tout simplement utiliser l'informatique, donc le computer graphics, l'infographie. Voilà, en français, on parlait d'infographie qu'on a très peu fait malheureusement chez nous à Babzoa, mais c'est très très important parce que ça permet de bien avancer. Je sais qu'aux États-Unis, on fait beaucoup un cours sur computer graphics. Il est très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On va tout simplement prendre les équations des mouvements, la modélisation qu'on a fait pour les oiseaux, et on va donc faire des expérimentations. Donc, on a plusieurs oiseaux ici qui sont en train de voler, mais c'est artificiel, d'accord? C'est artificiel. Et pourquoi on fait cela? On va tout simplement essayer de tester la modélisation qu'on vient de faire. Généralement, c'est ce qu'on fait en informatique. On essaye toujours de faire de la théorie au départ, une modélisation. Ensuite, c'est ce que vous êtes en train de faire même au niveau de votre projet. Ensuite, on fait des expérimentations pour valider un peu ce qu'on fait au niveau théorique, au niveau donc modélisation. Voilà. Et donc, quand est-ce que ça ne marche pas? Ça ne marche pas lorsque on a ces règles-là qui sont un peu transgressées. Donc, quelles sont ces règles? Movement rules with decreasing importance. Alors, la première des règles, c'est d'éviter la collision. C'est-à-dire que les oiseaux, quand ils sont dans un groupe, dans les 100, il ne faut pas qu'il y ait de collision. Donc ça, c'est la première règle à vérifier et c'est la plus importante, hein, parce que ici, on les mentionne avec selon un ordre décroissant de leur importance. Donc, collision, il ne faut pas qu'il y ait de collision. Donc, si jamais il y a des collisions, c'est que la modélisation n'a pas été bien faite. Ensuite, il y a la vélocité matching, c'est la vitesse. Il faut que attempt to match, voilà, il faut que les oiseaux essayent d'atteindre les vitesses de leurs proches voisins. Et puis, il faut surtout aussi qu'ils essayent de rester ensemble. Donc, attempt to stay close to nearby flock mates. Donc, il y a ces 3 règles qu'il faut vérifier pour dire que la modélisation est bonne ou mauvaise, ou tout simplement, au lieu de dire qu'elle n'est pas bonne, on va essayer de réparer jusqu'à ce que la modélisation soit
correct. Donc, c'est comme ça, justement, que ça travaille. Et vous voyez bien que pourquoi on parle de artificial life, parce qu'il y a les deux qui sont concernés. Donc, il y a la biologie d'une part, qui fait de la modélisation. Vous savez qu'au départ, avant l'avènement de l'informatique et surtout de l'intelligence artificielle, les biologistes travaillaient seuls sur les problèmes de modélisation. Donc, ils utilisaient des mathématiques. Donc, il faut avoir un bagage très solide en mathématiques pour pouvoir faire justement ces modélisations. Et après on a vu à partir de 1970, donc après l'avènement du computer, on utilise, et c'est ça qu'on voit généralement dans les documentaires, pour ceux qui voient les documentaires scientifiques. Généralement, on voit des chercheurs, des biologistes, des médecins en face de leur machine. Donc, c'est ce genre de travail qu'ils font. Donc, ils essayent de tester et d'arranger tout ce qui est modélisation, donc mathématique. Il faut savoir une chose maintenant, c'est que l'intelligence artificielle dépasse maintenant de très loin la modélisation manuelle qu'on faisait en mathématiques. Donc, beaucoup se fait, les mathématiques maintenant se résolvent avec de l'intelligence artificielle. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Et c'est pour cela, justement, que ça envahit tous les domaines à l'intelligence artificielle, parce qu'on l'utilise partout, beaucoup plus ce qu'on est en train de voir ici, la résolution de problèmes. Et donc, ça permet de résoudre des problèmes de maths, surtout PSO, par exemple, est beaucoup utilisé pour résoudre les fonctions continues. On a vu tout à l'heure pour trouver le minimum global, l'optimum, etc. Voilà. Donc, ça, il faut bien comprendre. Donc, ça, on a compris un peu comment les choses sont faites et comment les choses ont évolué, ont progressé. Le progrès qu'on a fait en biologie, par exemple, même en médecine, c'est grâce à l'ordinateur et beaucoup plus. Donc, c'est cette approche-là qui a fait évoluer pratiquement toutes les sciences. Alors, maintenant, essayons d'aller un peu plus dans les détails. PSO for Continuous Optimization. Donc, j'ai dit au départ que PSO a été proposé, suggéré, développé pour résoudre des problèmes des fonctions continues. Alors, ça, c'est l'origine. Mais après, on a aussi utilisé PSO pour résoudre des problèmes combinatoires. Généralement, pour toutes les méta-heuristiques, c'est ce qu'on fait. Hein. Au départ, on développe une méthode, un algorithme, et puis après, on passe du continu vers le discret et vice-versa. Alors, ici, on a deux catégories. Donc, l'optimisation continue. Alors, on utilise beaucoup plus PSO et BA, l'algorithme des chauves-souris, BAT algorithme. Alors, il y a le R ici qui manque. Et de l'autre côté, donc il y a les problèmes combinatoires, comme le problème de la satisfiabilité qu'on a vu, comme le problème du taquin, c'est des problèmes combinatoires. Et donc là, on utilise BSO, ACO, mais on peut aussi utiliser PSO parce que tout simplement, on peut convertir cette méthode qui a été conçue au départ pour des fonctions continues. Maintenant, on sait très bien l'utiliser pour des problèmes combinatoires. Donc, en résumé, the majority of evolutionary algorithms were adapted from continuous to discrete problem and vice versa. Alors, essayons maintenant de comprendre un peu ce qui se passe au niveau de l'essaim pour pouvoir justement faire de la modélisation. Alors, Swan Principles, alors ça a été donc publié en 1994, toujours dans Artificial Life. Hein. Et donc, pour pouvoir justement comprendre un essaim, il y a ces principes-là, les principes de l'essaim. Quality Principle, c'est l'environnement. Il faut que l'environnement soit de bonne qualité pour qu'il y ait émergence ou
des essaims de particules. Proximity principle, donc il y a le principe de proximité. Diversification de la recherche, on voit bien que les oiseaux, quand ils se déplacent partout dans le ciel. Donc ça, c'est de la diversification. Ils changent de région. Stabilité. Donc il faut que la particule au sein de l'essaim ait un comportement stable. Il ne faut pas que ça bouge beaucoup. Donc là, quand on va faire des tests, on va revoir peut-être ce principe par la suite, on va en discuter. Et puis, adaptability principle, change of the behavior. Voilà. Alors, et puis, il faut changer aussi de comportement, même quand c'est stable. When the search is time consuming. C'est-à-dire que quand on est dans une zone et qu'on fait de l'exploitation, quand on l'exploite beaucoup, à un moment donné, il faut changer. Donc ça, on a vu, c'est quelque chose qui est inhérent à toutes les méta-heuristiques. Bon, on peut penser que ces deux derniers principes sont contradictoires, alors que ce n'est pas le cas. Là, c'est la stabilité de la particule. Là, c'est le changement de région, tout simplement, pour aller explorer d'autres régions. Alors, et ces particules, bon, je l'ai déjà dit, donc the designation of particle was chosen as a compromise for all the animals having the social behavior of swarm. Généralement, tous les animaux, ils ont ce comportement, cette particularité. Donc, c'est ça qu'on essaie de voir et c'est ça qui fait qu'on ait de l'intelligence en essaim. Donc, ça, je l'ai expliqué tout à fait au départ dans le chapitre 1, introduction. Alors, particle motion features. Quelles sont les caractéristiques du mouvement d'une particule, d'un oiseau? Alors, particle motion in the swarm, à l'intérieur, au sein même de l'essaim. Alors, the particle movement is influenced by l'oiseau, son déplacement. Il est influencé par its local best known position. C'est-à-dire que l'oiseau, il mémorise tout le temps sa meilleure performance, c'est la meilleure position à lui. Hein, donc ça, c'est vraiment la position de la particule elle-même. Et puis aussi, the best known positions of the group. Donc, elle mémorise tout le temps sa meilleure performance passée et aussi la meilleure performance, les meilleures positions du groupe pour ne pas s'éloigner. Donc déjà, à ce niveau-là, on peut développer des équations pour le mouvement pour justement respecter ces deux caractéristiques. Particle position. Alors, the particle position depends on the particle current speed. Donc, un oiseau, sa position, parce qu'on va dans l'algorithme, on a deux. On a deux variables. On a chaque particule a une vitesse. L'oiseau, il se déplace grâce à sa vitesse et il a une position aussi dans l'espace. Donc, the particle position dépend. Alors, la position, elle dépend, tout à fait normal, de la vitesse de l'oiseau. Elle dépend aussi, comme on vient de le voir, de sa meilleure performance, parce qu'elle veut toujours garder sa meilleure performance pour encore mieux faire. Et puis, la performance, the best performance of the particle neighbors. Voilà. Donc, on va traduire ça à l'aide d'une formule qu'on va voir tout à l'heure. Alors, à partir de là, il y a trois comportements des particules qui en découlent. Alors, il y a trois types de behaviors qu'on retrouve aussi chez l'humain. Alors, selfish, égoïste. The particle follows its own way. La particule, l'oiseau, il veut justement
se déplacer selon sa propre façon. Il y a le deuxième behavior, c'est conservative. The particle preserves its position. Donc, il veut garder sa meilleure position. Et panurgienne, c'est que le particule, il va plutôt suivre la meilleure position du groupe. Alors, chez les humains, c'est quelque chose qu'on rencontre. Quelqu'un qui est renfermé sur lui-même. Donc, c'est selfish. C'est quelqu'un qui ne peut pas avancer beaucoup, hein. Conservative, lorsque justement on préserve nos propres performances, là encore, on ne peut pas on peut pas évoluer. Par contre, lorsqu'on essaye de suivre les meilleures performances des personnes dans tous les domaines, à ce moment-là, on peut évoluer. Et donc, généralement, un comportement, il se traduit par une combinaison de ces trois comportements. Madame? Oui. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez retourner en arrière? J'ai juste une question. Oui, allez-y. Voilà. Quand on dit the best known positions of the group, combien y a-t-il de meilleures positions? Comment déterminer le nombre de meilleures positions? Je n'ai pas bien compris ce point. Alors, the best position, on va voir que, bon, ça va être des itérations, comme on l'a vu pour les algorithmes génétiques. Et à chaque itération, on va mettre à jour the best performance. C'est-à-dire, on va mettre à jour deux choses. Chaque particule, elle va mettre à jour sa propre meilleure performance et on va aussi mettre à jour la performance du groupe, la meilleure, la meilleure par rapport au passé, bien sûr, les itérations passées. Donc, on va voir ça dans le détail juste après cela. D'accord. Voilà. Alors, PSO principal, donc on va parler maintenant du principe et puis voilà, après, bon, on est déjà presque à la fin pour voir quelles les formules, c'est des formules mathématiques, on va essayer d'engendrer suite à ce qu'on vient de dire, avec les comportements qu'on vient de dire, et vous allez voir que c'est une façon, c'est un apprentissage pour vous, pour justement vous puissiez passer, par exemple, de la nature, d'un comportement naturel vers une modélisation mathématique. Alors, each single solution, voilà. Alors, comment maintenant les choses se présentent. On vient de parler donc des oiseaux, des animaux, de l'interaction sociale entre ces animaux-là. Et maintenant, on va voir comment passer justement de la nature vers notre algorithme. Alors, première des choses, c'est que each single solution of the search space simulate a particle. Donc, un oiseau pour nous, sa position, c'est une solution, which can be a bird, a fish, or something else. Donc, la particule, quand on parle de PSO, une particule, un oiseau, généralement, il encapsule une solution. Donc, c'est pour ça qu'on commence toujours, comme pour les algorithmes génétiques, on commence par une population de solutions. Ici, on parle de dessin, on parle de swarm, et on ne parle pas de population, mais c'est la même chose. Hein. Une population d'oiseaux ou un essaim d'oiseaux, c'est pareil. Ensuite, donc each particle, donc each solution has a position in the search space at a given time t, which represents concretely a solution. Donc ça, quand on parle de t, at a given time t, c'est à l'itération t, parce qu'on va faire plusieurs itérations. Donc, on est à l'itération 0 au départ, ensuite on passe à 1, 2, 3, jusqu'à 1 millier ou plus, pour faire évoluer justement notre solution. Alors, la solution, ici, la particule, elle a une position. Alors, vous voyez bien qu'on parle de position dans un espace. Donc, vous voyez que c'est vraiment propre à une fonction mathématique. C'est du continu. Donc, quand PSO a été conçue, elle a été conçue pour résoudre les problèmes d'optimisation de fonctions. Ensuite, alors, each particle moves, donc flies, donc l'oiseau, il vole
through the search space, the goal being to meet optimal solutions. Donc, il se déplace pour chercher la solution optimale. It is characterized by a velocity that directs its flight. On a vu qu'une particule, elle a une vitesse. Donc, il nous faut une formule pour la vitesse. Et bien entendu, it is evaluated by a fitness function. Alors, ça, c'est quelque chose qui est commun à toutes les métaheuristiques. Il faut qu'on évalue les positions tout simplement pour savoir si c'est des bonnes solutions ou pas. Alors, maintenant qu'on a vu ça, on va essayer de voir comment écrire ce processus. Alors, PSO process, it is initialized with a group of particles, solutions drawn at random, exactly the same as for the genetic algorithm. C'est exactement ça, ça démarre tout le temps comme ça. Toutes les métaheuristiques basées population. Donc, on va créer une population ou un groupe ou un essaim, on l'appelle comme on veut, de solutions. Donc, il faut savoir engendrer des solutions au départ aléatoirement. Donc, ça, c'est l'itération 0. Its objective is to search for the best solution in the search space. Donc, c'est le même objectif que les algorithmes génétiques. It renews the search for many iterations until finding an optimal solution or an approximate solution with high quality. Donc, vous voyez que le principe, le process est le même. Ce qui change ici, c'est la manière dont se fait l'évolution. C'est ça qu'on va voir. Donc, vous voyez que les métaheuristiques, l'objectif est le même. Le processus global est le même, mais c'est la même méthode. Et rappelez-vous, la méthode, on la voit dans la boucle interne. C'est ça qui est différent d'une métaheuristique à une autre. At each iteration, dans ce cas-là, and according to the flock movement, each particle updates its speed. Donc, chaque particule va mettre à jour sa vitesse, vélocité qu'on a vu tout à l'heure, et sa position, its position. Ensuite, the particle swarm memorizes two important characteristics. P-best, the best solution or position reached by each current particle so far. Alors, le P, c'est pour particule. Donc, chaque particule va mettre à jour sa meilleure performance. Qui peut me dire comment justement faire cette mise à jour? Est-ce que vous avez une idée comment on va mettre à jour la meilleure performance? Mathématiquement, qu'est-ce va falloir faire pour dire que cette position actuelle, elle est meilleure ou moins bonne que la meilleure du passé? Qu'est-ce qu'on va utiliser comme test, par exemple? Madame peut utiliser fitness function. Oui, c'est la fitness function, très bien. Donc, c'est ça. En fin de compte, c'est la fitness function. Vous voyez bien que son rôle, c'est à ce niveau-là, quand on va mettre à jour P-best, on va utiliser la fonction d'évaluation, fitness function. G-best, c'est le groupe. G, c'est pour le groupe. Donc, on va mettre aussi à jour la meilleure performance du groupe. Voilà, il y a ces deux variables. On va les utiliser aussi pour écrire nos équations. Pourquoi? Parce qu'on avait dit tout à l'heure que la particule, elle va suivre sa meilleure performance. Donc, dans la vitesse, on va utiliser le P-best. Mais on avait dit aussi qu'elle doit suivre aussi la meilleure position du groupe. Donc, P-best, G-best, on va les retrouver dans les équations. Alors, ce schéma, c'est pour expliquer un peu
ce qu'on a vu tout à l'heure, l'histoire de Selfish par Nudia et puis conservative. Voilà, donc il y a les trois ici. Et donc, best performance, c'est Selfish. Donc, alors, current position X, c'est le particule X. One particle among the group. Donc, on a current position. On avait dit qu'une particule, elle aime bien garder sa meilleure performance du passé. Elle a aussi une vélocité. Elle va bien sûr suivre sa vitesse, current velocity, et puis la meilleure performance du groupe ou des voisins. Donc, ça, vous voyez bien que ça, petit à petit, on va vers les mathématiques. Alors ça, c'est l'addition de vecteurs. Et à partir de là, donc, on va tout simplement écrire nos formules. Donc, the move of a particle is decided by combining and weighting three trends on movement. Donc, il y a des poids ici, il y a petit p, g, etc. Donc, ça va être pondéré par rapport, on va voir comment les pondérer. Donc, three trends, donc trois tendances de mouvement, the velocity of the particle, the best performance of the particle et the best performance of the neighbors. Donc ça, on l'a déjà vu. Et voilà comment on va écrire ces règles de décision. Alors, notation. On va noter VI de T, VI de T, c'est la vitesse, de vélocité of particle I. Donc ici, I, c'est pour la particule, parce qu'on a un groupe, un essaim de particules, rappelez-vous. At time t, t c'est l'itération, which expresses the speed and direction of the particle. Donc ça, c'est la vitesse de la particule I au temps t. Et puis, on a la même chose pour la position. Donc, x I de t, the position of a particle I at time t, which represents the solution reached by the particle at time or iteration t. Alors, voilà comment s'écrivent les deux formules, la vitesse et puis la position. Alors, la vitesse au temps t plus 1. Ça va être la vitesse au temps t, pondérée avec ici W. On va rajouter, alors ça, rappelez-vous, c'est parce que la vitesse, elle dépend dans le schéma qu'on vient de voir précédemment, on avait current velocity. Donc, on a la current velocity. Ensuite, on a la meilleure performance. Alors, comment on écrit ça? Vous voyez, ici, on fait intervenir P-best. Alors, P-best, on va prendre la meilleure performance de la particule, meilleure par rapport au passé, hein, parce qu'on a plusieurs itérations passées. On va prendre la meilleure et on va lui retirer la position courante, xi of t, et on va la pondérer avec C1. C'est une pondération. C'est une pondération ici, c'est quoi? Quand vous allez programmer ça, c'est tout simplement un paramètre empirique. Et en plus à tout ça, on va rajouter, on va multiplier par une variable random. Donc, on va tirer aléatoirement R1 parce que vous savez, tout ça, c'est stochastique. Donc, il ne faut pas oublier à chaque fois de multiplier par un random entre généralement 0 et 1. Et on va faire exactement la même chose, sauf que de ce côté-là, on va plutôt considérer le d-best, puisque la particule doit aussi suivre le mouvement global. Donc, on va avoir d-best de t moins xi de t, qu'il faut multiplier par C2, c'est un autre paramètre empirique, et par un autre variable random, R2. Voilà, donc vous voyez que c'est très simple, c'est beaucoup plus simple, c'est plus simple que les algorithmes génétiques. On n'a pas des opérateurs génétiques, crossover, mutation, on n'a rien de tout ça. On n'a que des formules mathématiques. Et bien sûr, donc ça, c'est la vitesse et la position à l'instant t plus 1, elle va être égale à l'ancienne position plus la vitesse qu'on vient juste de calculer. Et donc, on va faire ça
à chaque itération. Donc, vous allez voir que c'est quelque chose qui est très facile à programmer. Alors, the update takes into account three move components. The inertia move, donc le W c'est the inertia coefficient, control the influence of the move direction on the future move. C'est vrai que quand on bouge, généralement, il y a une influence du passé, c'est-à-dire on garde un peu l'élan de notre vitesse. Ensuite, il y a le deuxième mouvement, c'est ce qu'on appelle le cognitif, c'est le cognitif. Le mouvement cognitif, c'est vrai que ça, c'est cognitif, c'est la connaissance de la particule. Quand on fait intervenir ici P-Best, c'est sa connaissance, c'est son passé. Donc, c'est cognitif, c'est sa mémoire. Elle a gardé, c'est un peu nostalgique, elle a gardé la meilleure performance. Elle veut toujours justement faire par rapport à cette meilleure performance. C'est tout à fait normal, c'est très, très bien conçu. Et ensuite, bien sûr, il va falloir suivre le meilleur du groupe, donc G-Best. Donc, C2 ici, c'est aussi une constante qui va permettre de contrôler the particle social skill. Voilà. Alors, ici, P-Best, on parle de cognitive move, et ici, on parle de social. C'est vrai que c'est quand on est en groupe, ici, c'est le caractère social. Donc, le C2, c'est le social coefficient. Le C1 ici, c'est cognitive coefficient et le W, c'est inertia coefficient. Alors maintenant, si on veut faire ça, c'est qu'il va falloir mettre à jour, comme on l'a vu précédemment, le P-Best et le G-Best. Alors, the particle has the ability to memorize its position from the past. Donc, la particule, elle va à chaque fois mémoriser sa meilleure performance. It has a kind of nostalgia to return to this position. Et c'est vrai que même l'être humain, il mémorise que les bonnes choses qu'il a faites par le passé, il veut toujours retourner justement à ces bonnes choses. This position is called P-Best and is updated each time for each particle using the... Alors, comment faire la mise à jour? C'est très simple. Le P-Best de l'itération T plus 1, il va changer si, pendant l'itération T plus 1, la particule trouve mieux. Donc, si elle ne trouve pas mieux, on garde. Donc, ici, on garde P-Best parce que F, vous voyez, F, c'est fitness function, il ne faut pas l'oublier. Donc, si l'évaluation de XI de T plus 1 n'est pas bonne, hein, donc elle est supérieure, ici, c'est un cas de minimisation. Donc, c'est supérieur à F de P-Best. Sinon, c'est XI T plus 1, c'est-à-dire c'est la nouvelle position qu'on a trouvée à l'itération T plus 1. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis, pareil, ici, pour le groupe, donc on mémorise toujours le G-Best, d'accord? Et le G-Best, comment on le mémorise? On va prendre le meilleur des P-Best, parce que on a plusieurs particules, donc on a un essaim, et parmi cet essaim-là, on va prendre la meilleure position, donc la particule qui a atteint la meilleure position, et ça va être le G-Best. Alors, voici l'algorithme. Alors, on commence par initialiser n particules, position and velocities. Donc, au départ, on va tirer aléatoirement des positions et des vitesses pour les particules. Ensuite, on va les évaluer avec, bien sûr, la fitness function. Ensuite, à partir de ces particules, ici, on a une itération, c'est l'itération 0. Donc, le P-Best, il va être égal à cette position-là, la position initiale, XI. Et puis, le G-Best, ça va être le meilleur de toutes les particules. Donc, calculate G-Best using the transition rule.
Ensuite, vous voyez qu'on a également ici deux itérations. La fameuse itération externe qui est commune, comme je l'ai dit, à toutes les méta-heuristiques. Par contre, à l'intérieur, c'est vraiment propre à PSO. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur? C'est très simple. Donc, pour chaque particule P, on va mettre à jour sa vélocité et sa position. Ensuite, move the particle and evaluate its fitness. Ensuite, à partir donc de la position, on va mettre à jour P-best comme on vient de le voir. C'est-à-dire que si on a une meilleure position, donc c'est celle-là qui devient P-best. Si P-best n'a pas changé, donc on garde l'ancienne. Et vous voyez bien que c'est la meilleure performance du passé. Une fois qu'on sort de cette boucle, donc ici chaque particule va mettre à jour le P-best, et quand on sort, on va mettre à jour le D-best. C'est-à-dire qu'on va prendre la meilleure de toutes ces particules, et si c'est dans le cas où c'est mieux que l'ancien, on garde D-best. Sinon, on met à jour avec D-best, celui qu'on vient de calculer, sinon on garde l'ancien. Alors, comment se fait l'initialisation? C'est clair, hein, for each particle do, set its position at random, draw its velocity at random, set its position to P best I. Ça, c'est pour chaque particule qu'on va faire ça. Et puis, set G best as the best solution P best. Ensuite, alors, updating, ici, c'est le calcul. Hein, update the velocity and the position. C'est les deux formules qu'on a vues. Hein. Donc, V de T plus 1 et X de T plus 1. Et donc, c'est comme ça qu'on calcule le V et le T. Voilà, alors ça, c'est pour la mise à jour de la vélocité. Ensuite, une fois qu'on a trouvé le V de T plus 1, on va mettre à jour X de T plus 1. On va juste faire la somme de l'ancienne position avec la nouvelle. Et puis, on va donc évaluer avec f de x. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Madame? Oui. S'il vous plaît, j'ai une question. Oui, allez-y. Comment savoir, comment être sûr qu'il n'y aura pas de collision? Alors, comment savoir? Voilà, alors très bien, c'est une bonne question. Alors nous, ce n'est plus notre souci. Là, les biologistes, ils nous ont dit qu'avec ces deux formules, il n'y a pas de collision. Alors, tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est bien d'insister sur ça et de bien comprendre le phénomène. Je vous ai bien expliqué que nous, on prend les résultats. Et puis on fait on conçoit des algorithmes intelligents. Ça s'arrête là. On fait confiance parce que eux, ils ont fait l'expérimentation. Ils ont fait, quand j'ai parlé de artificial life, quand j'ai parlé de l'infographie, etc. Donc j'ai supposé que c'est les autres scientifiques, on leur fait confiance et on a pris leurs résultats en assumant tout ce qu'ils ont fait comme travail. Bonne question. Donc, on ne cherche plus à comprendre. On prend leur modélisation parce que c'est eux qui... Alors, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait justement? Ils ont fait cette modélisation-là. Ensuite, ils l'ont testé avec l'infographie. Et ils ont dû voir qu'il n'y avait pas de collision. D'accord. Mais madame, par contre, la phase d'initialisation, il faut ne pas avoir de particles with the same position. La phase d'initialisation. Ah oui, là, il faut bien écrire. Non, il ne faut pas qu'elles aient la même position. Oui, ça c'est très juste. C'est-à-dire que quand on va générer aléatoirement nos solutions, alors, il est presque impossible, je vous dis une chose, il est presque impossible
d'engendrer deux positions similaires. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a affaire à un espace de recherche immense, prohibitif. Et donc, si on ne veut pas avoir des particules identiques, il faut très bien écrire notre fonction de randomisation. Random, il faut que ce soit parfait pour ne pas avoir ça. Et alors, random, ça va être par rapport à la dimension de cet espace de recherche. Et donc, si on le fait correctement, impossible d'avoir des positions qui se répètent. Très bien. D'accord, madame. Madame, juste une autre question. Dans l'initialisation, ça se peut qu'il y aura beaucoup d'espace entre les oiseaux. Ça ne va pas poser un problème. Parce qu'on a dit que d'accord. Oui, oui. Alors, vous savez que même ça, on l'observe dans la nature. Au départ, on peut très bien avoir des oiseaux qui sont éloignés les uns des autres. Ensuite, ils se regroupent. Et c'est vrai qu'on peut très bien avoir cette situation-là. C'est-à-dire, au départ, des oiseaux qui sont très éloignés les uns des autres, mais au fur et à mesure des différentes itérations, ils vont tout faire pour rester dans le groupe. Très bien, très bonne remarque. D'accord, merci. Tel qu'on a fait la modélisation, on a fait en sorte que l'oiseau reste dans le groupe. Quand on fait intervenir le G-best, c'est pour qu'il ne s'éloigne pas trop de l'essaim. Très bien. D'accord, merci. Alors, il faut bien comprendre toute cette modélisation, elle est très importante parce qu'il y en a beaucoup qui vont apprendre les deux formules, les appliquer, mais ça, c'est pas très, très intéressant pour comprendre les méta-heuristiques. Il faut toujours comprendre d'où ça vient, comment on les a conçus, etc. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on s'arrête là. Alors, pour le projet, est-ce qu'il y en a qui ont terminé? Alors, j'attends, donc le deadline, c'est pour bientôt. J'attends pour voir s'il y en a qui ont terminé. Si je trouve que la majorité n'ont pas terminé à ce moment-là, je vais rajouter juste une semaine. Donc, il faut que ça soit prêt la première semaine de la reprise. OK? Mais je préfère vous laisser travailler. Peut-être que vous allez arriver à terminer le 1er avril. Maintenant, si ce n'est pas le cas, donc je vais certainement prolonger d'une semaine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, donc alors pour ma part, je reprends après les vacances. Il y a Madame Moulay qui va vous prendre pour le projet, pour le TP. D'accord? Allez, au revoir tout le monde et bonnes vacances.